On démarre? J'ai pas de slide. Bon, je vais meubler comme on a le temps de toute façon. Euh, Donc, bonjour à tous, merci de me recevoir. Donc, comme a dit Lionel, je ne suis pas expert comptable, j'en suis désolé. Je sais que c'est un gros défaut. Moi, j'ai réussi à vivre avec, donc j'espère que vous allez réussir avec aussi. Je vais donc vous présenter une vision qui est un petit peu deux choses avant de démarrer. Des fois, il m'arrive effectivement d'être un petit peu ironique ou un petit peu cash, comme il vient d'être dit. Deux choses. Et d'une, j'aime beaucoup cette profession. C'est pour ça que je me suis investi dedans et que je travaille pour elle. Et la deuxième, c'est que je suis intimement convaincu que, là, je vais insister sur la face obscure de la force, sur le côté obscur de la force, mais toutes les évolutions dont je vais parler sont autant d'opportunités pour les cabinets et pour la profession, mais il va falloir effectivement bouger un petit peu. Là, du coup, ça serait quand même bien qu'on ait... Ah oui, ils sont... Ok, pardon. Est-ce que je les ai pas là? Ah oui, puis j'ai pas les polices non plus, tout va bien, donc c'est super. Donc l'idée, c'est de faire un point en trois points. Le premier, c'est de voir que, bon, ok, il y a une crise, tout le monde est au courant qu'il y a la crise, on en a parlé beaucoup ce matin, mais que les évolutions en cours ne peuvent pas, en tout cas, les évolutions quant à la rentabilité des cabinets ne peuvent pas être imputées entièrement, uniquement à cette crise, parce qu'on est dans un monde qui change de plus en plus vite, de plus en plus fort, et qu'on va voir que tous les aspects de l'environnement des cabinets d'expertise comptable sont aujourd'hui impactés et vont l'être de plus en plus, et que donc ça va poser évidemment des défis stratégiques relativement importants pour les cabinets. On va les balayer évidemment très rapidement parce qu'en 20 minutes, j'aurai pas le temps de m'attarder sur tous. La crise. Donc, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, juste quelques-uns. Ici, je vais vous présenter les chiffres, le chiffre d'affaires des cabinets sans salariés. Pourquoi sans salariés? Parce que c'est plus facile à comparer. Un cabinet sans salariés, il y a 10 ans, c'est à peu près comme un cabinet sans salariés aujourd'hui. Et puis, les cabinets sans salariés ont une particularité, c'est qu'ils réalisent l'essentiel de leur chiffre d'affaires dans la prestation comptable dite traditionnelle. Et donc, le chiffre d'affaires... Donc, ce sont des chiffres qui sont issus d'études faites par le Conseil supérieur. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Il y a 10 ans, en 2002, le chiffre d'affaires d'un cabinet qui n'avait pas de salariés était à peu près de 100 000 euros. En 2011, le même cabinet réalisait un chiffre d'affaires de 100 000 euros. Alors instinctivement, même sans être expert comptable, on sent bien que la progression n'est pas énorme. Le problème, enfin un des problèmes, c'est que si on ajoute, ou plutôt si on enlève l'inflation à ce chiffre, l'inflation cumulée sur la période, ça a été 19%, on comprend évidemment que les revenus des cabinets ont fortement baissé. Inutile de vous dire que pendant le même temps, les charges de ces mêmes cabinets, elles, n'ont pas baissé de 19%. Deuxième problème, quand on regarde le nombre de dossiers de ces petits cabinets sur la même période, en 2002, ils avaient 29 dossiers en moyenne. En 2011, ils en avaient 39. Autrement dit, plus de dossiers, moins de revenus. Ce n'est pas grandiose comme perspective d'évolution et on ne peut pas dire que la situation va rester pérenne très longtemps. Si on regarde les évolutions pour les cabinets qui font de 1 à 49 salariés, on a aussi les mêmes évolutions. Alors là, il y a des effets de structure parce que les cabinets évoluent, changent de taille, etc. Mais on voit aussi que les honoraires perçus par dossier baissent régulièrement. 12% en euros constants en euros courants sur 10 ans, c'est aussi relativement important. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire un petit exercice tout simple dans vos cabinets. Donc attendez la fin du week-end parce que comme ça vous fera 3 jours sympas quand même avant de faire ça. C'est que vous regardez à peu près les honoraires que vous facturez à un client pour un client que vous avez signé il y a 10 ans, et à prestation égale, un client que vous signez aujourd'hui, vous regardez à peu près combien vous facturez. En général, l'exercice, il est assez... il est intéressant. Alors là, évidemment, qu'est-ce qu'on fait quand on voit ça? On peut effectivement se dire, attendons encore un petit peu, ça va revenir comme avant. Ça va revenir comme avant, la crise va se terminer, la reprise va venir, la belle reprise va venir, c'est sûr et certain, elle va revenir. Bruxelles va peut-être faire marche arrière sur certains points qui nous gratouillent un petit peu. Les conditions d'exercice vont revenir comme avant.
Moi, je pense évidemment que les conditions vont pas revenir comme avant et qu'il y a tout intérêt à s'y préparer maintenant. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la croissance, les perspectives, je suis désolé pour les polices qui ont un peu sauté, les perspectives d'activité économique sont relativement moroses. En 2012, le PIB a fait 0% de croissance. C'est pas énorme, 0%. En 2013, on attend la croissance à 0%. Pas beaucoup non plus. Mais effectivement, en 2014, si on veut être vraiment optimiste, alors là, on a effectivement une énorme croissance qui revient, puisque on a des estimations qui sont autour de 0,6%, donc c'est juste super, c'est ça qui va nous sauver. Blague à part, on ne peut pas dire quand la croissance va revenir, on ne peut même pas trop compter à ce qu'on retrouve des taux de croissance de l'ordre de 3-4% évidemment. Bref, ce n'est pas sur la croissance qu'il va falloir compter pour retrouver des taux de croissance de vos activités plus importantes. Et puis la deuxième, c'est que je suis désolé, mais je suis intimement convaincu, et en plus je pense que j'ai raison, que les chutes de prix, les baisses de prix vont continuer, en tout cas en matière de prestations comptables traditionnelles. Pourquoi? Parce que la crise a changé de paradigme, quand même à dire les économistes, c'est-à-dire que les clients ont changé d'état d'esprit vis-à-vis de leurs prestataires, vis-à-vis de leurs experts comptables, parce que ils sont mieux informés, parce qu'ils veulent en savoir plus, parce qu'ils veulent des prix, ils veulent savoir pourquoi ils payent. Bref, ça va continuer. Parce que les règles du jeu concurrentiel changent. On passe effectivement, ils sont vraiment juste horribles mes slides, je suis désolé. Parce qu'on passe effectivement d'une économie de la demande à une économie d'offres. Une économie dans laquelle le chef d'entreprise venait taper chez l'expert comptable pour lui dire voilà, je suis chef d'entreprise, je voudrais un expert comptable. Et aujourd'hui, on arrive à une économie de l'offre où il va falloir que l'expert comptable propose une offre et le chef d'entreprise il va choisir l'offre qui lui convient le mieux. Et puis, parce que plus de transparence, alors ça la transparence c'est terrible, un client informé c'est juste c'est la plaie, quoi, parce que même s'il est mal informé, peut-être même surtout s'il est mal informé, en tout cas s'il a l'impression de savoir quelque chose, il va venir vous voir effectivement avec des comparaisons en disant bah voilà, il y a un machin qui me propose la compta à 60, à 70, à 80, à 100 euros. Pourquoi vous, c'est un prix différent? Pourquoi c'est pas le même prix? Et puis, la banalisation de la mission comptable, la désacralisation de l'expert comptable, je suis désolé. Et puis le swap du client, juste un tout petit point sur ce concept de swap de client. C'est relativement simple, on a vu que j'essaye de parler vite pour gagner du temps et du coup je fais souffler. Malin. On a vu que les règles d'exercice changeaient et que la rentabilité des dossiers baisse. Donc si on prend un petit exercice, moi je suis expert comptable, j'aime bien jouer les experts comptables, comme je ne suis pas expert comptable, ça me rassure un petit peu. Je vais essayer je vois que je perds des clients, quoi, donc je vais essayer de débaucher entre guillemets un client chez Stéphane. Parce que, pas parce que j'aime pas Stéphane, j'aime beaucoup Stéphane, mais parce qu'il faut quand même que je trouve un peu de... Et comment je vais le débaucher, ce client? Vu que mes prestations ne sont pas forcément beaucoup plus différenciées que celles de Stéphane, eh ben, comment je vais le débaucher? En lui proposant un prix. Donc je vais lui dire, si tu viens chez moi, ça sera 20% moins cher que chez Stéphane. Alors, le client il va être super content, il va venir chez moi. Super. Fin de l'acte 1. Acte 2, Stéphane, au bout d'un moment, il se dit, lui, il est gentil, mais je vais faire pareil, parce que quand même, moi, il faut que je garde mes clients. Donc il va venir me piquer un client, auquel il va faire la même proposition, moins 20%. Au final, sur l'ensemble du marché, on a le même nombre de clients, et on a chacun perdu 20% sur nos honoraires. Le processus est évidemment très très dangereux. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas franchement une crise. Il y a une crise, je ne la nie pas évidemment. C'est plutôt un changement de monde. Un changement de monde, c'est une phrase de Michel Serres, donc un tout jeune homme qui a écrit un livre que je vous conseille de lire. C'est un livre dans lequel il écrit à sa petite fille qui est une fameuse digital native, qui est née dans les nouvelles technologies, et il lui explique pourquoi le monde qu'elle va connaître sera différent de celui que lui a connu. Et ça, je pense que c'est relativement important parce que le monde que vous allez connaître sera différent du monde que vous avez connu. Fin de la parenthèse. Les changements dans votre environnement, je ne vais pas en faire des caisses, vous les connaissez relativement bien, de toute façon, j'ai juste pas le temps. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils viennent de tous les côtés. Côté réglementaire, on en a parlé tout à l'heure, que ce soit l'influence de Bruxelles, que ce soit la nouvelle étape, le cantonnement du capital. Donc j'ai bien entendu ce matin les discours rassurants du président du Conseil supérieur. Bon, ceci dit, si les banques débarquent au capital de vos cabinets, ça va devenir vos actionnaires.
comme dirait ma fille, je dis ça, je dis rien, mais ce seront les actionnaires. Donc voilà, et ça va arriver, c'est sûr et certain. En matière sociale, avec effectivement la fameuse génération Y, les problèmes d'attractivité dont on parlera tout à l'heure. Génération Y, juste un point là-dessus, la génération Y dans vos cabinets, bien entendu, mais aussi chez vos clients. Les clients, les chefs d'entreprise, seront de plus en plus issus de la génération Y. Et ça veut dire qu'ils vont eux aussi avoir des comportements différents, des attentes différentes, des façons de travailler différentes. Ils n'attendront pas forcément la même chose que la génération suivante. Il faudra le prendre en compte. La technologie, je passe vite là-dessus. Juste pour mémoire, il y a 20 ans, 25 ans, on était absolument tous, enfin ceux qui étaient nés, ils étaient tous émerveillés par un fax. Vous savez le truc, on téléphonait, puis il y avait un petit papier avec de l'encre qui sortait, quoi. Et c'était le truc, c'était magique, quoi. On appelait nos copains pour nous dire « Envoie-moi un fax, s'il te plaît, que je vois le truc sortir ». Bon, aujourd'hui, on a tous un téléphone qui nous permet de faire des choses qu'on n'imagine même pas. Ça a évidemment bouleversé à la fois les méthodes de production dans les cabinets et les méthodes de communication des cabinets, mais aussi évidemment des clients. Les mutations en matière concurrentielle, avec effectivement la publicité, le démarchage. J'ai bien compris aussi que le démarchage, ça allait bien se passer. C'est une réalité. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal, il faut le faire. C'est pas ça que je veux dire. Ça veut dire que pour l'instant, c'est autorisé. Si c'est autorisé, certains vont le faire, c'est sûr et certain. Il faut savoir s'y adapter. Qu'est-ce que je fais si un de mes clients se fait démarcher? Comment je réagis face à mon client? Qu'est-ce que je dis à mon client? Comment je lui explique que ma prestation a de la valeur ajoutée, que je lui apporte vraiment quelque chose, que mon offre est utile? Les nouveaux modèles économiques, évidemment, avec le low cost, ça va aussi se développer. Les premières offres commencent à apparaître, commencent à devenir un petit peu solides. Il y en aura de plus en plus, c'est sûr et certain. C'est obligé. C'est une des rares lois de l'économie qui fonctionne à peu près, c'est que les prestations qui sont industrialisées ou qui sont industrialisables, et une grande partie de l'activité de comptabilité l'est, sont industrialisées dans un premier temps, et dans un deuxième temps, seront délocalisées et coûteront de moins en moins cher et seront faites toujours à des conditions de moins en moins chères. Et puis, enfin, nos clients qui sont effectivement toujours à la recherche d'économies et cette pression à la baisse de la rentabilité des missions comptables qui, encore une fois, je crois, va se poursuivre. C'est pourquoi je pense qu'effectivement, les cabinets sont condamnés, entre guillemets, à évoluer. Si on fait une courte analogie avec l'évolution de l'espèce, à chaque fois qu'il y a un choc dans l'environnement, eh bien, il y a une mutation des espèces, entre guillemets. Ça veut dire, alors je ne suis pas en train de dire que tout le monde va mourir et qu'il faut aller se jeter dans la mer tout de suite. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis que les cabinets vont devoir évoluer, chacun en fonction de son positionnement, de ses appétences, de ses compétences, de ses moyens, pour faire face à ces nouvelles évolutions. Ça me rappelle encore un livre que je vous conseille là aussi, c'est depuis que je travaille dans la profession, j'ai des lectures un peu bizarres. C'est un livre qui parle de la souffrance au travail. Et je plaisante. Et qui s'appelle Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Ceci dit, blague à part, c'est un livre qui est extraordinaire, de Marie Peset. C'est très intéressant, et là, c'est ça. Les cabinets vont évidemment pas tous mourir, ce serait n'importe quoi de dire ça, mais ils seront tous touchés à un certain niveau. Donc effectivement, je crois que c'est effectivement l'heure de changer. Si je voulais reprendre un slogan politique, j'en aurais un tout facile, mais je ne vais pas oser en faire une si facile que ça. Mais effectivement, le moment où il faut changer commence à se rapprocher dangereusement aujourd'hui. Changer, oui. Comment? Pourquoi? Parce que changer, ça pose effectivement pas mal de... Juste à propos du changement, tout à l'heure, le président Zorniotti a dit quelque chose qui m'a interpellé. C'est que, et ça me fait penser à une phrase de Jean Monnet qui disait « Il n'y a pas de changement sans nécessité et il n'y a pas de nécessité sans crise ». Et oui, et le président disait « Jusqu'ici, on a bien vécu ». C'est vrai, Sandek. Enfin, pardon, excusez-moi. Sans plaisanter. Jusqu'ici, on n'avait pas trop besoin, on n'avait pas trop faim. Comme disait ma grand-mère,
on ne va pas faire les courses quand le frigo est plein. Et jusqu'à présent, ça allait relativement bien. Aujourd'hui, on arrive un petit peu à la limite, je pense, de ce modèle. Alors pour résumer en un mot, parce qu'il va falloir que je résume en un mot, on ne va pas tarder à s'approcher de moi. D'ailleurs, pour résumer en un mot, je ne te voyais pas arriver, c'est pour ça que je me disais j'avais encore le temps. Ça serait effectivement de passer d'un statut de prestataire de service à statut d'entreprise de service. Alors c'est facile à dire comme ça en une phrase, ça a des implications qui sont évidemment multiples, que ce soit en matière de positionnement, de marketing, de management, de gestion des ressources humaines, de formalisation de l'offre, de stratégie, d'image de marque, enfin bref, beaucoup de mots qui sont encore parfois considérés un petit peu comme des gros mots dans les cabinets. On n'aime pas trop ces mots-là, c'est pas notre métier, on n'a pas été préparé pour ça, etc. Mais c'est des points sur lesquels il va falloir travailler, évidemment. Ici, il y en a un sur lequel je voudrais insister. C'est, à mon avis, la base de la pyramide. C'est le point sur l'écoute client. C'est le point fondamental. On ne peut pas bâtir une stratégie si on ne sait pas ce que veulent ses clients. Une entreprise, sa raison d'être, c'est de satisfaire la demande de ses clients. Et quand on interroge les clients, ils expriment des besoins. Le problème, voilà, la phrase d'Henry Ford, les gens peuvent choisir n'importe quelle couleur pour la Ford T pourvu que c'est noir, ça c'était rigolo, mais ça c'est fini. C'est rigolo quand il y a, et ça marche, c'est même pas juste que c'est rigolo, c'est que ça marche, mais ça marche quand il y a une voiture d'une couleur, tu prends la voiture, tu prends pas la voiture. Ça marche quand il y a un cabinet d'expertise comptable, ou plusieurs mais avec la même offre, tu prends mon offre ou tu prends pas mon offre. Si, comme on le verra tout à l'heure, les offres commencent à se différencier, à se multiplier, à se diversifier, etc., eh ben, on est obligé de prendre en compte les demandes des clients. Le problème, évidemment, c'est que les experts comptables ne sont pas... C'est pas tellement... Disons que ce n'est pas leur qualité première, l'écoute client. Alors, ce n'est pas du tout une critique. Ce n'est pas leur qualité première, pour deux grandes raisons. La première, c'est que jusqu'ici, ils n'en avaient pas tellement besoin. Encore une fois, on revient à cette question de nécessité. Et puis la deuxième, c'est qu'on ne leur a pas appris tout bêtement. Ils ne savent pas. Et ça, donc ça veut dire, là aussi ça veut dire en creux, il va falloir acquérir des nouvelles méthodes, voire des nouvelles compétences, des compétences extérieures. Mais je pense que c'est important parce que, on a coupé le bout, mais vos principaux prospects, ce sont vos clients. C'est plus facile de vendre une nouvelle prestation à un de ses clients que d'aller la fleur au fusil, essayer de prospecter à droite à gauche. Or, vos clients, ils ont énormément de besoins. Et d'ailleurs, quand on les interroge, je vous renvoie aux études justement du Conseil supérieur de l'ordre, quand on les interroge, ils expriment des besoins relativement simples, entre guillemets, des besoins en termes d'accompagnement, en termes de conseils de proximité, en termes de pilotage de leur entreprise, des fameux tableaux de bord. Mais les tableaux de bord, il y en a très peu qui en ont. 75% des clients, voudraient que leur expert comptable leur propose des tableaux de bord. Quand on les interroge, il y en a 8% qui en ont. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est des marchés, des prestations sur lesquels vous êtes les plus légitimes. Encore une fois, le taux de confiance, 91% des chefs d'entreprise estiment que vous êtes des professionnels de confiance. C'est juste énorme. Imaginez qu'on pose la même question à propos des banquiers. On aurait 91% des chefs d'entreprise qui disent « Ouais, moi j'ai super confiance en mon banquier. » Et non, vous avez vraiment une proximité et une confiance qui sont des vraies pépites sur lesquelles il va falloir travailler. Et donc je vous propose un petit exercice, alors peut-être pas pour ce soir, mais au moins pour la semaine prochaine, effectivement de ramener un client comme ça de temps en temps. Tous les soirs, vous ramenez un client. Non, je plaisante. C'est vraiment très important de remettre le client au cœur du processus. C'est ça qui va déterminer tout le reste. Parce que vous pouvez bâtir la meilleure offre du monde, la marketer de façon juste géniale, communiquer de façon extraordinaire. Si cette offre ne correspond pas à une demande, à un besoin d'un client, ça sert juste à rien, autant aller jouer au golf. Et puis après, toute la panoplie, on peut tirer toute la panoplie de choisir un positionnement qui réponde à ses attentes, de définir une promesse de valeur, de formaliser son offre, de soigner son attractivité, de développer un peu la pluridisciplinarité, et puis de s'organiser comme une entreprise, avec des fonctions support. Toutes les entreprises de la sphère concurrentielle s'appuient sur des fonctions support. Pourquoi les cabinets d'expertise comptable échapperaient à cette règle? À mon avis, il n'y a pas trop de raison. Mais là encore, c'est des compétences différentes, et ça va vouloir dire intégrer des profils différents. Bref, le monde change, il va falloir évidemment s'y accepter. Et donc pour terminer, effectivement,
Si ce n'est pas la dernière, je dois changer. Ça fait 20 ans que je te le dis. Donc on peut le lire de deux façons. La première, c'est qu'effectivement, ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut changer. Mais là, ça devient vraiment vrai. Et puis la deuxième, c'est qu'on ferait mieux d'écouter nos femmes. On irait peut-être plus vite. Et un dernier point pour rester quand même un petit peu optimiste sur la notion de changement. Changer, ça ne veut pas dire qu'on était mauvais avant. Ça veut dire juste qu'avant, ça fonctionnait et que maintenant, ça ne fonctionne plus. Et que donc, il faut changer. Et pour finir, dans mon quart d'heure... Ah oui, j'ai le temps de finir, là. Hein. C'est la dernière, c'est la dernière. Troisième conclusion. Ah oui, mais ça, c'est bon, ça. C'est la dernière. Donc, c'était le quart d'heure féministe. C'est donc Simone de Beauvoir qui disait, effectivement, il faut changer pour savoir rester soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Chacun y voit ce que ça veut dire. Mais l'idée, c'est que souvent, quand on dit, bah oui, il faut faire ceci, du marketing, il faut faire de la communication, et souvent on entend, oui, mais c'est à l'encontre de notre déontologie, etc. On peut le faire sans marcher sur sa déontologie. Encore une fois, la déontologie, c'est le fondement de la confiance que vous témoignent vos clients. Et effectivement, il ne faut surtout pas perdre ça. Donc il faut continuer à s'appuyer sur cette déontologie qui est une grande force, mais pour faire évoluer un petit peu les modes de fonctionnement et les offres des cabinets. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez télécharger ces petits livres qui sont gratuits. Donc ça c'est bien, c'est pas cher. Et vous en saurez un peu plus que ce que j'ai pu vous dire en ces quelques minutes. Voilà, je vous remercie. Merci Ludovic Melot, qu'on peut applaudir vraiment pour cet exposé qui est à la fois lucide, clair dans ses propos et extrêmement plein d'optimisme quand même sur le changement. Je voudrais revenir juste sur 3 petits points. J'en avais marqué 4 ou 5, mais moi je vais m'appliquer aussi la même règle de clac, gagner du temps derrière, mais tout de même. Il dit dans l'exposé que les cabinets doivent gagner en positionnement marketing, en relation client, en écoute du client et en clarification de l'offre quelque part que l'on offre au client. Alors c'est assez paradoxal parce que moi je suis persuadé que l'énorme majorité des experts comptables qui sont là ont le sentiment déjà de faire une offre qui est claire, qui est marketée, qui est adaptée au client, qui se traduit par la fameuse lettre de mission dans laquelle on est censé avoir écrit par A plus B tout ce que l'on va faire. J'ai du mal à comprendre pourquoi leur dire d'améliorer ou de clarifier leur offre alors qu'eux ont le sentiment de bien le faire. Alors oui, évidemment, le problème c'est que, encore une fois, on est dans une posture où on préjuge de ce qu'attend le client. Et on se dit, bah voilà, mon offre, elle est parfaitement calibrée pour ses besoins. Le problème, c'est que quand on demande à un chef d'entreprise ce qu'est le champ d'intervention de son expert comptable, il ne le sait pas, il n'en a aucune idée. Enfin, il suffit de... Moi, j'ai eu à titre personnel des amis chefs d'entreprise qui m'ont parfois téléphoné en me disant, mais ils avaient un problème un problème juridique. Je dis, bah, demande à ton expert comptable. Il me dit, mais non, mais lui, il est comptable, il n'est pas juriste, quoi. J'ai fait, oui, non, mais bon, ça fait partie de son métier. Et puis, si lui, il n'est pas compétent là-dessus, il saura t'aiguiller là-dessus. Il ne le savait même pas. Et deuxième point sur la lettre de mission, je vais répondre à une question par une question. En tant que chef d'entreprise, est-ce que tu as lu et compris la mission de ton expert comptable? Non, j'ai reçu un truc quand j'ai créé que ça s'appelait lettre de mission. Voilà, je n'ai pas demandé de faire une mission, j'ai rien compris de ce qu'il y avait dessus. On ne dessus. peut pas, c'est pas forcément adapté à ses besoins. Alors je ne dis pas qu'elle est mal faite, je ne dis pas qu'elle est sûrement très... Le problème, c'est est-ce qu'elle parle au client? Est-ce qu'elle parle au chef d'entreprise? Est-ce qu'il se comprend ce qu'on lui dit? Est-ce qu'il comprend l'offre? Est-ce qu'il sait ce à quoi il a droit avec cette jolie lettre de mission? Parce que le problème de cette lettre de mission, à laquelle on ne comprend pas forcément grand-chose, il est double. C'est que, d'une, le client, il n'est pas content parce qu'il a l'impression de se faire avoir. Un peu comme quand on avait des abonnements téléphoniques qui valaient une fortune, on avait droit à la télé, à je sais pas quoi, à des trucs qu'on n'utilisait jamais. Enfin, qui va regarder la télé sur un téléphone portable? Enfin, Donc on a l'impression de payer pour des trucs auxquels on n'a pas droit. Et puis le deuxième point, c'est qu'on a l'impression que tout nous est dû. Donc votre client, une fois que vous lui avez fait une bonne lettre de mission de 15 pages, avec un tarif qui effectivement peut lui rester en travers de la gorge, il se dit, bon bah là c'est bon, maintenant avec ce que j'ai payé, je peux l'appeler tous les jours, tout le temps, il faut qu'il me réponde maintenant. Et s'il ne me répond pas maintenant, je ne suis pas content. Donc le danger, il est vraiment important. J'atteste. Deuxième question aussi précise, avec une réponse précise derrière. Tu as parlé d'amélioration de l'offre effectivement de l'expert comptable vis-à-vis de son client, de mieux répondre à la demande du client. Ce matin, on a également entendu l'expression de full service. Jusqu'où doit aller ou va aller l'offre
d'un expert comptable. C'est de la gestion de patrimoine, c'est proposer des produits financiers, c'est, je sais pas, proposer du conseil en assurance. Ça ira jusqu'où demain? Encore une fois, c'est difficile d'avoir une réponse, unique. Il n'y a pas de one best way, il n'y a pas de meilleure solution qui va s'appliquer à tout le monde. J'ai l'air de radoter, mais c'est pas grave. Encore une fois, ça va dépendre beaucoup de ce qu'attendent les clients. Mais ça, il va falloir leur demander pour le savoir. Parce que si on développe une offre de, je sais pas quoi, moi, de gestion de patrimoine, alors qu'on n'a que des clients qui ont 35 ans, ou de transmission, ça n'a peut-être pas un grand intérêt. Et puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous avez raison, c'est que c'est une attente forte, le full service de la part des entreprises, ça c'est une évidence. En même temps, le grand danger, évidemment, c'est de salir cette marque expert comptable, parce que cette marque expert comptable, ça a quand même une sacrée valeur, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien, quoi. Encore une fois, je vous ramène à ces 91% de confiance, c'est une marque très très forte, c'est une marque qui protège. On voit d'ailleurs l'énergie que les instances mettent à lutter contre les illégaux, c'est une marque importante. Et le danger dans le full service, c'est effectivement de salir sa marque en lançant des offres sur lesquelles on n'est pas légitime. Je n'ai pas d'exemple, mais bon, parlons de la papeterie, puisqu'on aime parler des grands groupes puissants qui énervent. Non? Ouais, vous êtes fatigué, hein. Toute dernière question, en un mot, pour être sûr d'avoir bien compris. On a parlé beaucoup de la prise de participation d'autres personnes morales que des experts au sein de structures d'expertise comptable. Ce matin, le président Zorniotti était relativement rassurant là-dessus, en disant oui, on pourra peut-être avoir des participations, mais le droit de vote restera toujours dans les mains des experts comptables, majoritairement. Apparemment, pas si évident que ça. C'est compliqué comme question. C'est compliqué comme question. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est susceptible de se retrouver dans pas longtemps dans des situations où une banque sera l'actionnaire. L'actionnaire, dans la sphère concurrentielle, c'est celui qui a le pouvoir. Donc oui, il y aura les droits de vote, bien sûr. Oui, il y a la déontologie des professionnels qui seront un garant important, un garde-fou important. Maintenant, voilà, on aura des banques, on pourra même avoir, par exemple, une banque qui sera actionnaire d'un cabinet d'expertise comptable dont les clients seront dans la banque. Poser question. Merci Ludovic Mello de cet exposé de présentation, de cet état des lieux avec beaucoup de lucidité. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à cet état des lieux? Aujourd'hui, il y a des stratégies qui commencent à apparaître dans les différents cabinets d'expertise comptable et va me rejoindre tout de suite Stéphane.